Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo auraient échangé par appel téléphonique à la fin du mois de juillet. Il s'agirait d'une première depuis février 2024, alors que leurs échanges ne se faisaient plus que par émissaires interposés. Quelle analyse peut-on faire de ce rapprochement à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? On parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Cela faisait près d'un an et demi qu'ils ne s'étaient pas parlé directement, les deux leaders de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Tout à fait. Tout le monde sait que la situation est plutôt à la crise actuellement. On n'est plus à la réconciliation où on avait vu les photos au niveau de la présidence en Côte d'Ivoire. On est encore de rentrer dans une situation de crise avec plusieurs éléments, parmi lesquels bien sûr le fait que l'ex-président Gbagbo n'a toujours pas encore repris son statut d'électeur, ce qui peut lui permettre d'être candidat, bien qu'il a été investi par son parti. Bon, il y a d'autres éléments dedans, ce n'est pas le seul, mais celui-là me semble être le principal. Il est vrai que dans ces situations de crise, quand on apprend surtout que le président de la République a pris l'initiative d'appeler l'ex-président Gbagbo, on a fait un problème. Bon, c'est ce que une presse africaine a fait en faisant une très grosse affaire. Mais finalement, pour moi, il faut qu'on revienne à ce que j'appellerais de la normale. Un leader d'opposition doit pouvoir à tout moment rencontrer le président de la République, aussi bien sur initiative du président de la République ou sur initiative du leader de l'opposition. Et il faut qu'on arrête de vouloir toujours chercher dedans de la corruption, de l'argent qu'on a donné. Quand des gens disent qu'ils veulent l'intérêt d'un pays, on ne peut pas aller dans le sens de l'intérêt d'un pays sans pour autant qu'il y ait des contacts de façon assez régulière même sur des questions nationales. Donc il faut qu'on arrête d'en faire un problème et c'est cette atmosphère qui fait qu'un coup de téléphone devient comme un événement alors que ça devrait être quelque chose de tout à fait normal entre d'abord un président de la République et un ancien président de la République qui est actuellement dans une posture d'opposition. Mais on est tellement habitué à d'autres situations que vous voyez ça devient un événement alors que ça devrait être plutôt quelque chose de banal. Et après des mois de suspense, le président Alassane Dramane Ouattara a finalement déclaré sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, tandis que, comme vous le disiez, Laurent Gbagbo lui reste exclu de la liste électorale. À l'heure actuelle, comment décrire la relation ou sinon les relations existantes entre les deux hommes? À la limite, on est retourné, si je peux l'appeler ainsi, à la case de départ en inversant les rôles. On se rappelle, il fut un temps, c'est Alassane Ouattara qui voulait être candidat. C'est l'ex-président Gbagbo qui l'empêchait d'être candidat et qui disait que ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire juridique. Qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte la loi. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Donc cette même situation de crise qu'on avait vécue et qui a mené la Côte d'Ivoire à la catastrophe, parce que ça ne peut pas s'appeler autrement, on est en train de revivre la même situation de crise avec les mêmes personnes sur le même problème, le refus de la candidature de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a une différence ici puisque l'ex-président Gbagbo a été condamné. Ouattara n'avait pas été condamné. On posait le problème de sa nationalité. Mais d'un point de vue politique, le fond est exactement le même. Empêcher à quelqu'un d'être candidat. Alors qu'on voit ce que ça donne en Afrique. On vient de le voir tout récemment au Cameroun. On a tenté de le faire au Sénégal, ça n'a pas marché. On l'a fait au Gabon avec des critères gabonais, de père et de mère gabonais, de femmes gabonaises, de naissance, je ne sais pas quoi et quoi. Ce n'est pas là-bas seulement. On l'a vu vraiment dans beaucoup de pays. Et ça dérange véritablement la compétition politique. Ce n'est pas seulement les règles écrites, mais c'est l'éthique également qui l'accompagne. Quand l'éthique n'est pas là, même quand vous gagnez des élections, votre victoire est un problème et c'est pourquoi on voit quelqu'un gagner des élections et les gens sortent dans la rue pour contester, non pas que le résultat dans les urnes a été faussé, mais c'est que le résultat dans les urnes a été préfabriqué en empêchant à certains d'être candidats, en empêchant à d'autres de pouvoir faire campagne comme il se doit, etc. De sorte que quand on voit le résultat dans les urnes, même s'il est vrai, on ne l'a pas faussé au niveau des urnes, mais on l'a faussé avant les urnes. Mais il faut qu'on arrête. En Afrique, à chaque fois qu'on dit élection, actuellement, on appelle les Ivoiriens à l'apaisement, on appelle les Ivoiriens à des élections pacifiques. Des élections violentes, ça n'existe pas. Quand l'élection a été conçue, ça a été conçu comme un moyen pacifique qui permet à un peuple de choisir son leader à travers des élections. C'est ça que ça signifie. S'il y a autre chose, on l'a ajouté dedans. Ça n'en fait pas partie. Mais quelle est l'importance symbolique ou politique d'un appel téléphonique entre ces deux figures historiques de la scène politique ivoirienne? Est-ce que cela signifie quelque chose pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire? Il y a deux choses dedans. La première chose, on a beau ne pas aimer Ouattara pour plusieurs raisons. Ce monsieur-là, c'est un vrai éléphant politique.
Parce que dans ces situations de crise, il aurait pu se mettre dans la crispation. Mais il appelle qui il a appelé, parce que ça, on ne nous l'a pas dit précisément. La presse est allée plutôt dans le sens de l'opposant. Est-ce qu'il a appelé l'opposant ou il a appelé l'ancien président? Puisque vous voyez que les deux choses ne sont pas les mêmes, bien que ça se retrouve chez la même personne. Si on en croit ce que les partisans même de Laurent Gbagbo ont dit, parmi lesquels Steve Beko, il dit qu'en fait, l'appel téléphonique avait pour but de l'inviter au défilé le jour de l'indépendance. Lui, par exemple, il banalise tout en disant que ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, il l'a appelé pour venir assister à ce défilé, mais Laurent Gbagbo a toujours refusé. Ici, il dit que Laurent Gbagbo a refusé de façon polie, en considérant qu'il y a des préalables qui ne sont pas remplis pour qu'il puisse venir s'asseoir à côté du président de la République pour un défilé. Mais quand on le regarde sous cet angle, c'est comme si c'est quelque chose d'habituel de la part du président Ouattara et qui continue de le faire malgré la situation de crise et la situation qui est une situation tendue. Mais c'est un message également de sa part pour montrer en quelque sorte aux Ivoiriens que vous voyez, même quand ça chauffe, moi je suis ouvert, je suis prêt à inviter l'ancien président pour qu'il vienne participer à une rencontre. On peut le regarder d'une autre manière. Est-ce qu'il veut trouver un deal avec l'ancien président Gbagbo? Parce que c'est le président de la République, c'est vrai, mais c'est également le leader du RHDP. De son côté aussi, on peut poser la même question: qui a appelé au téléphone? C'est le président de la République ou c'est le leader du RHDP qui voit que le pays est en situation de crise et qui peut trouver une fenêtre pour pouvoir sortir de cette situation de crise? Est-ce qu'on peut considérer ces démarches comme un signe de volonté de dialogue, d'apaisement entre les deux hommes? Oui, c'est quand même au moins une volonté d'ouverture. Je ne veux pas utiliser le mot dialogue parce que pour le moment, une bonne partie de ses partisans au niveau du RHDP considèrent que le dialogue politique a déjà eu lieu. Il n'y a pas de raison de faire encore c'est au moment où l'opposition continue de réclamer un dialogue. Tout à fait. Surtout le front de l'opposition PDCI, RDA, PPACI, eux, ils sont catégoriques. Ils veulent un dialogue politique. Et quand ils disent dialogue politique, ils mettent un contenu dedans. C'est-à-dire, même surtout les élections qui viennent, il va falloir revoir un certain nombre dans les procédures, revoir la CENI, la composition, permettre la candidature de ceux qui ont été écartés, etc. Donc, ils ne disent pas dialogue politique seulement, ils mettent un contenu dedans. L'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a un dialogue qui est en train de se dérouler. Est-ce qu'il faut l'appeler dialogue politique? Parce que vous avez le CAP, le Côte d'Ivoire, qui rencontre le RHDP. Pas plus tard que hier, le 5, ils se sont également rencontrés. C'est Blé Goudé qui est venu diriger la délégation du CAP. Ils sont en train de mettre en place une sorte de commission technique pour un dialogue politique. Mais l'opposition, finalement, si vous voyez, c'est comme il y a une division sur les approches. Ici, on dit non, en voulant des préalables, des conditions. Ici, on est déjà dans le dialogue. Alors que le PDCI RDA est membre de CAP Côte d'Ivoire. Le PPACI n'est pas membre de CAP Côte d'Ivoire. La première rencontre déjà, le PDCI avait boycotté cette rencontre-là. Mais on est même en face d'une opposition qui est en train de se diviser sur la stratégie alors qu'on est à quelques mois des élections. Et quelle implication cela va-t-il avoir sur l'unité nationale, la réconciliation en Côte d'Ivoire, surtout dans un contexte préélectoral? Ce qui aurait été intéressant pour la Côte d'Ivoire, c'est que les gens comprennent que des élections, elles sont faites pour permettre à un pays de maintenir un cap conformément à la loi quand on est satisfait d'un candidat président, ou bien de changer de cap quand on n'est pas satisfait d'un président. Quand je dis satisfait, c'est le bilan, je ne parle pas de l'individu. Mais si vous regardez ce qui se passe de plus en plus, on oublie cet aspect bilan quand on parle politique. On oublie au niveau de l'opposition de présenter le projet qu'on a pour le pays. On est dans des critiques plutôt crypto-personnelles, on attaque les personnes et finalement ça ne nous donne absolument rien, ça crée de la crispation de façon inutile au niveau de l'espace politique. Mais si on veut que ça fasse avancer un pays, mais il y a un débat sur l'économie qu'il faut mener dans nos pays. Et il serait intéressant qu'on voit ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, même de la société civile, s'asseoir sur ce débat. La question de la monnaie, il faut en parler. La question de la souveraineté monétaire, il faut en parler. La question de la souveraineté politique, il faut en parler, mais non pas en agression, non pas en invective, mais en s'asseyant sur une table, en posant un débat serein, clair, qui permet aux Ivoiriens de voir où se trouve ce qu'il y a de plus pertinent pour la Côte d'Ivoire, pour que maintenant, quand on va choisir un candidat, que le candidat soit choisi, non pas parce qu'il est de telle région, ou bien parce qu'il est mon cousin, mais parce qu'il m'a démontré que c'est lui qui a le meilleur projet pour la Côte d'Ivoire. On est malheureusement loin de ce genre de choses, alors que les élections, c'était ça. C'est pourquoi on parle d'un rendez-vous entre un homme
et son peuple. Et Laurent Gbagbo, vous l'avez mentionné, fait partie d'une alliance de l'opposition. Alors, cet appel téléphonique pourrait-il changer quelque chose sur la dynamique politique au sein des alliances, notamment celle à laquelle appartient Laurent Gbagbo? Il paraît que quand un politicien parle, il faut toujours chercher ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que l'alliance Gbagbo-Thiam est en train d'être considérée comme une alliance qui peut être toxique pour le RHDP? Raison pour laquelle le parti RHDP s'approche du Cap Côte d'Ivoire, où se trouve Simone, Afin-N'Guessan, Blé Goudé, etc. Et en même temps, de l'autre côté, Ouattara qui appelle Gbagbo pour peut-être créer le doute. Qu'on dise, mais attends, ces gens-là, c'est pas clair, est-ce qu'il n'y a pas un deal entre eux, ce qui rendrait Thiam méfiant par rapport... Malheureusement, on fait l'essentiel de notre politique sur cette base. Essayer de mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, manigancer quelque chose contre une personne, au lieu de laisser les personnes venir se présenter leur projet, que les gens jugent de l'éthique même de la personne pour choisir qui va être président. Mais il y a tous ces éléments qu'on est obligé de prendre en compte quand on fait une analyse aujourd'hui de la situation au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que, quoi qu'on dise, Ouattara a clairement déclaré aujourd'hui sa candidature. Ce qu'il veut, c'est gagner les élections. Et une coopération avec Laurent Gbagbo, est-ce envisageable? À l'heure actuelle, non. Après, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, non, puisque la posture de Gbagbo, c'est trop. Ça veut dire que le vase est déjà plein. Il reste qu'une seule chose, c'est que le vase se déverse. Pas autre chose. Ça fait que quand Gbagbo reste dans cette posture, même le fait de refuser de venir s'asseoir le jour de l'indépendance du pays, quelque chose quand même qui a un caractère plutôt national que pouvoir ou opposition, c'est une façon d'éviter de venir se mettre à côté du président de la République, qu'on lui rende les honneurs d'un ancien président de la République et que les gens commencent à dire, mais vous avez vu comment on l'a accueilli, vous avez vu l'accolade qu'il a fait avec Gbagbo, avec Ouattara plutôt, vous avez vu le sourire ensemble, on va commencer à supputer qu'il y a peut-être un deal, etc. Il est dans une position qui est plutôt une position radicale par rapport à la fête de l'indépendance. S'il ne peut pas venir s'asseoir pour la fête de l'indépendance, logiquement, il ne devrait pas pouvoir aller dans un deal avec le président Ouattara. Concrètement, suite à cet appel téléphonique, est-ce qu'on peut déjà parler d'un rapprochement entre les deux leaders? Rapprochement, je trouve que c'est trop dire. Disons que Ouattara a pris une initiative. Parce que n'oublions pas que le front de l'opposition, comme on l'appelle, PPACI et PDCI RDA, avaient voulu marcher le 2 août dernier. La marche a été interdite. Ils ont refait les démarches. Ils vont marcher le 9 août prochain. C'est-à-dire qu'ils sont dans la contestation. Et qu'on se rappelle que pendant leur conférence de presse, ils avaient dit, alors que même le président Ouattara n'avait pas encore annoncé de façon officielle sa candidature, qu'ils vont combattre une 4e candidature du président Ouattara. Est-ce qu'on peut parler de rapprochement dans ces conditions? Certainement pas, mais on va voir. Parce qu'avec les politiques, parfois, on voit un accouchement où il n'y a pas eu de grossesse. On peut se retrouver avec des retournements de situation, bien que la tendance actuelle ne va pas pour le moment dans ce sens. Justement, quelle perspective voyez-vous pour la stabilité en politique du pays dans les mois à venir, à la lumière de cette proximité, on va dire, suite à cet appel téléphonique? Mais il n'y a pas de secret quand on veut de la stabilité dans un pays. Première chose, bonne gouvernance. Deuxième chose, transparence. Troisième chose, élection libre, démocratique, transparente. Et quand je dis libre, démocratique, transparente, ce n'est pas le jour du scrutin seulement, c'est tout le processus. Ici, vous avez l'opposition qui conteste le processus électoral depuis fort longtemps, en particulier la composition de la CENI. Vous avez l'opposition qui réclame une réouverture en considérant qu'il y a plein de gens qui ne sont pas inscrits. Bon, on généralise, mais bien sûr qu'il y a des personnes bien précises à qui on veut donner l'occasion de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales pour valider leur candidature, etc. Mais quand on est en face de toutes ces choses, mais la logique veut qu'on dialogue. Le dialogue peut aboutir à une entente, comme il peut ne pas aboutir à une entente. Parce que dialoguer ne signifie pas qu'on va s'entendre. Mais quand on ne dialogue pas, c'est comme si les portes sont fermées et on crée ces rapports de force. Est-ce qu'il y a espoir que ce dialogue politique se tienne en Côte d'Ivoire? Mais c'est le timing qui pose problème, parce que dans le timing, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie du pouvoir qui va dire mais ce n'est plus possible. Mais vous avez la stratégie de l'opposition qui commence à organiser des marches pour faire la pression, le rapport de force à partir de la rue pour obliger les gens à un dialogue. Mais souvent, c'est ça qui aboutit à la crise. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.